En 1868, sous les ors et les stucs solennels de l'Académie impériale de médecine à Paris, une scène pour le moins singulière se déroule. Le très respecté marquis d'Ourche, une figure de l'aristocratie française, se lève pour déposer un testament qui va glacer le sang de l'Assemblée. Il n'offre pas sa fortune pour guérir la tuberculose ou le choléra. Il offre la somme faramineuse de 20 000 francs de l'époque à quiconque pourra résoudre la plus grande terreur de son existence. Le marquis demande à l'élite scientifique française de trouver un moyen infaillible, un signe absolu, pour prouver qu'un homme est bel et bien mort avant de l'enterrer. Cette scène n'est pas le fruit d'une folie passagère, mais le point culminant d'une névrose nationale, une angoisse viscérale qui a rongé la France depuis le siècle des Lumières et qui a donné naissance à une véritable industrie de l'angoisse. Pour comprendre comment la France, patrie de la rationalité, de Descartes et de la médecine moderne, a pu sombrer dans cette terreur que l'on nomme la taphophobie, la peur panique d'être enterré vivant, il faut remonter un peu le temps. Oublier les contes gothiques anglo-saxons et les nouvelles d'Edgar Allan Poe. La véritable épidémie de peur est née ici, au cœur de Paris, à l'hiver 1742. Cette année-là, un médecin respecté, Jean-Jacques Bruyé, publie un ouvrage intitulé « Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort ». Ce n'est pas un roman de gare, c'est une thèse médicale d'un sérieux implacable. Bruyé y compile méticuleusement 52 cas avérés de personnes enterrées vivantes, 72 cas de personnes faussement déclarées mortes qui se sont réveillées sur le chemin du cimetière, et 53 cas où les prétendus cadavres se sont réveillés dans leur cercueil, juste avant que l'on y plante les derniers clous. Le livre de Bruyé fait l'effet d'une bombe dans les salons parisiens. Du jour au lendemain, on ne parle plus de philosophie ou des pièces de Voltaire. On chuchote des histoires d'horreur macabres. La haute société frissonne en imaginant les victimes se réveillant dans l'obscurité totale, étouffant lentement, se déchirant les mains à force de gratter le bois de leur propre tombe. La France du XVIIIe siècle est en pleine mutation. C'est le siècle des Lumières, le moment où la science tente de remplacer la religion. Mais paradoxalement, plus la médecine avance, plus elle avoue son ignorance face à l'ultime frontière. Les médecins français de l'époque admettent publiquement qu'ils sont incapables de faire la différence entre la mort réelle, la léthargie, la catalepsie ou un coma profond. L'arrêt de la respiration ou du pouls ne suffit plus à garantir le décès. Le seul signe absolument certain, avoue-t-il à demi-mot, c'est la putréfaction. Cette révélation médicale provoque un traumatisme collectif dans la psyché française. C'est le triomphe de la raison qui se retourne contre lui-même. Si la science ne peut pas prouver ma mort, alors la société risque de me jeter vivant dans la fosse. La panique est telle qu'elle modifie la loi française. C'est dans ce climat de terreur absolue que naît une disposition que nous connaissons encore aujourd'hui. L'administration impose un délai légal de 24 heures avant toute inhumation. Plus tard, le Code civil napoléonien institutionnalisera cette peur via l'article 77, exigeant qu'un officier de l'état civil, le fameux médecin des morts, se déplace en personne pour constater le décès. Mais pour une bourgeoisie terrifiée, une simple loi et l'œil d'un fonctionnaire ne suffisent pas à dissiper le cauchemar de la bière refermée sur un corps encore chaud. L'angoisse s'infiltre dans l'intimité des notaires parisiens. Les testaments de l'élite intellectuelle et financière se remplissent de clauses lugubres. On exige de ne pas être mis en terre avant que le corps ne dégage une odeur de décomposition. D'autres demandent des mutilations chirurgicales post-mortem. C'est le cas du célèbre compositeur Frédéric Chopin, mort dans son appartement de la place Vendôme à Paris en 1849. Terrorisé à l'idée de se réveiller sous la terre du Père-Lachaise, il implore sur son lit de mort que son corps soit ouvert et que l'on extrait son cœur. Son vœu sera exaucé, son cœur retiré et ramené à Varsovie, pendant que son corps mutilé pour le sauver de l'enterrement prématuré reste à Paris. Chopin n'est pas une exception. La peur de la mort apparente devient une véritable obsession mondaine. Puis vient le XIXe siècle, et avec lui, le chaos urbain. Paris connaît des épidémies de choléra dévastatrices, notamment celle de 1832, qui fauche des dizaines de milliers de vies en quelques semaines. La capitale est submergée par les cadavres. Le délai légal de 24 heures est balayé par l'urgence sanitaire. On entasse les corps, on les précipite dans les fosses communes des cimetières de Montparnasse et de Montmartre. Dans cette précipitation macabre, la rumeur enfle. Des fossoyeurs racontent avoir entendu des gémissements étouffés sous la chaux vive. Lors du déplacement de certains cimetières parisiens pour les travaux du baron Haussmann,
On ouvre de vieux cercueils pour découvrir des squelettes figés dans des postures de lutte effroyables, les phalanges brisées, les linceuls déchirés de l'intérieur. Le cauchemar n'est plus une théorie médicale, il est une réalité archéologique que les journaux de l'époque étalent à la une. C'est sur ce terreau fertile de la peur bleue que va naître une industrie fascinante et morbide, celle des cercueils de sécurité. Puisque la médecine est faillible et que l'État est dépassé par les épidémies, c'est la technologie et l'ingénierie qui vont prendre le relais. Le Bureau des brevets de Paris commence à recevoir des centaines de plans pour des dispositifs de survie souterraine. L'esprit inventif français, d'ordinaire appliqué aux machines à vapeur ou à l'architecture de fer, se tourne vers l'art funéraire. Les artisans conçoivent des cercueils équipés de systèmes de ventilation sophistiqués, de réserves de nourriture et de leviers internes. L'idée est simple mais prodigieusement glaçante. Si vous vous réveillez sous 1,50 m de terre lourde, il vous suffit de tirer sur une corde placée dans votre main froide. Cette corde est reliée, par un tube traversant la terre, à une cloche fixée sur la croix de votre tombe. Au moindre mouvement, au moindre frisson de retour à la vie, la cloche résonne dans le silence du cimetière, alertant le gardien qui, dans son cahier des charges, a pour instruction de patrouiller toutes les nuits. Certains modèles vont plus loin. Le docteur Vexin, un esprit particulièrement ingénieux de l'époque, propose un cercueil relié à la surface par un large tuyau. Si la personne se réveille, elle peut non seulement respirer, mais aussi tirer un fil qui fait jaillir un drapeau rouge à la surface de la tombe, et même déclencher un pétard pour attirer l'attention en plein jour. L'apothéose de cette industrie de la survie post-mortem a lieu au cœur même de l'institution académique française. En 1897, une démonstration publique est organisée à la Sorbonne. Le comte Michel de Karnis-Karniki, chambellan du tsar mais résident de la haute société parisienne, vient y présenter son chef-d'œuvre absolu, un cercueil de sécurité dont le mécanisme est si sensible qu'il réagit au moindre souffle de respiration sur la poitrine du défunt. La scène est surréaliste. Les plus grands professeurs de la Sorbonne, des hommes politiques en redingote et des femmes de la haute bourgeoisie se pressent pour admirer une boîte en bois conçue pour vaincre la mort. Karniki va jusqu'à enterrer un de ses assistants vivants lors d'une démonstration pour prouver l'efficacité de son tube respiratoire et de sa sirène d'alarme. L'assistant survit, la foule applaudit et les commandes affluent. Les familles parisiennes fortunées exigent ces dispositifs pour leurs proches, transformant certains secteurs des cimetières en de curieux champs de tubes métalliques et de clochettes silencieuses. Cependant, ces cercueils posent de nouveaux problèmes, tout aussi morbides. Les gaz de décomposition de vrais cadavres finissent souvent par gonfler les corps, ce qui déclenche accidentellement les mécanismes. Imaginez la scène pour les gardiens du cimetière du Père-Lachaise dans la brume automnale. Des cloches qui se mettent à sonner sporadiquement au milieu de la nuit, actionnées non pas par des survivants désespérés, mais par le processus naturel de la putréfaction. Chaque fausse alarme oblige à exhumer le cercueil, à l'ouvrir devant des familles rongées par l'espoir et l'angoisse, pour n'y trouver que l'œuvre implacable de la mort. L'horreur mécanique remplace l'horreur psychologique. Face à ces échecs technologiques, l'Académie de médecine française, toujours tenante du fameux prix d'Ourche dont nous parlions au début, continue de chercher une solution purement biologique. À l'aube du XXe siècle, le docteur Séverin Icard, un médecin marseillais, propose une méthode digne d'un roman de science-fiction. Il invente une injection de fluorescéine, un colorant synthétique puissant. La procédure est simple, on injecte le liquide dans le bras du défunt présumé. Si le cœur bat encore, ne serait-ce qu'une fois par minute, si le sang circule de manière imperceptible, le colorant se répand dans l'organisme. En quelques minutes, la peau du patient devient d'un jaune éclatant et le blanc de ses yeux prend une coloration vert émeraude fluorescent. C'est un spectacle visuellement choquant, une métamorphose monstrueuse, mais c'est le prix à payer pour la certitude. Le docteur Icard remporte un franc succès avec son invention, car elle offre enfin ce que la France cartésienne recherchait désespérément, une preuve visuelle, irréfutable et scientifique que la machine humaine est définitivement arrêtée. L'obsession de la mort apparente a profondément façonné notre rapport au deuil et aux funérailles en France. Si aujourd'hui nous n'installons plus de clochettes sur nos tombes, c'est uniquement parce que la médecine moderne a fini par gagner la bataille de la certitude. L'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, la compréhension de la mort cérébrale ont repoussé les ombres de l'incertitude. Le prix du marquis d'Ourche n'a plus de raison d'être et les brevets des cercueils de sécurité dorment sous la poussière des archives nationales.
Pourtant, cette histoire singulière nous rappelle une vérité fondamentale sur notre culture. Sous le vernis de la rationalité française, sous les lois strictes de notre République et la rigueur de nos institutions médicales, il y a toujours eu une place pour la peur la plus primitive de l'homme. La taphophobie n'était pas l'apanage des fous ou des ignorants. Elle était la terreur des rois, des philosophes, des médecins et des artistes. Elle était le prix à payer pour une société qui, en chassant les vieux mythes religieux sur l'au-delà, s'est soudainement retrouvée face à la réalité terrifiante du corps physique, de la boîte en chaîne et de la terre froide. Les cloches ne sonnent plus dans le Père-Lachaise, mais le frisson de ceux qui les ont inventées résonne encore dans chaque protocole de nos hôpitaux modernes, nous rappelant que la frontière entre la vie et la mort a longtemps été, non pas une ligne claire, mais un vertige absolu. Et face à cette histoire, une question subsiste pour guider notre réflexion. Pensez-vous que notre confiance absolue dans les machines médicales d'aujourd'hui ait réellement effacé cette peur primitive, ou l'avons-nous simplement enfouie plus profondément dans notre inconscient ?